Bonjour, donc Jérôme Honora, Société Euronext. Sandra Machon qui m'accompagne sur cette présentation. Donc rapidement, Euronext, l'IT, pour donner un ordre de grandeur, c'est 250 personnes, à peu près 100 personnes pour la partie exploit et run, 100 pour la partie exploit run, 150 pour la partie projet, et donc 37 personnes à peu près pour la partie test, sur 4 équipes et 2 localisations, Paris et Belfast. Essentiellement une activité de test logiciel, un test fonctionnel, test d'intégration et une petite cellule pour des tests techniques. Sur Euronext, pour vous donner, pour ceux qui ne sont pas familiers, donc c'est la bourse. On parle de marché action, marché de dérivés. Le système d'information, c'est essentiellement un système de flux. C'est le système d'information qu'on met en œuvre pour collecter les flux sur les marchés actions et dérivés. Ce sont un ensemble de systèmes back-end, à nouveau qui vont collecter des flux avec un protocole donné, qui vont les traiter, enfin les capturer, les traiter, qui vont rediffuser de l'information, et sur de gros volumes et avec des enjeux de performance importants. Donc le périmètre Euronext, je l'ai dit, c'est les marchés actions, marchés dérivés. Le système d'information qu'on développe, qu'on met en œuvre, on le vend aussi à des bourses étrangères. Donc dans notre activité de test, on teste nos marchés et on teste aussi ces implémentations pour les bourses étrangères. Quelques chiffres parce qu'ils sont importants et représentatifs justement de notre activité de test. C'est un peu plus de 2 milliards de messages par jour. Les temps qu'on a, c'est les temps de traversée. C'est quelque chose qui est très important pour nous au niveau des marchés financiers. Donc on parle de temps de traversée en microsecondes, c'est les temps de traitement des messages et d'acquittement pour nos membres. Quand un membre veut acheter des actions, il va nous envoyer un flux et on va acquitter la réception de ce flux. Donc on l'acquitte dans un ordre de grandeur qui est de la microseconde. Et puis, c'est un enjeu très important pour nous au niveau de l'activité de test. Le premier message qu'on a de nos patrons, c'est la stabilité. On a des engagements par rapport aux régulateurs. C'est une activité de marché, c'est réglementé. Et donc, on doit garantir la disponibilité des marchés. Donc, il y a tout un système de haute disponibilité qui est mis en œuvre pour que le système soit toujours disponible. Donc ça, on le teste aussi. J'essaye d'aller. Sur l'histoire qu'on a eue avec Mattello, donc novembre 2014, donc, essentiellement l'initiative de Sandra, on a fait de la R&D, on a regardé sur cette activité de modèle best testing quels étaient les différents acteurs. Pour répondre à une question sur ce sujet-là, on a fait nous un petit peu de recherche sur les différents acteurs. On a rencontré la société All4Tech, le contact s'est fait rapidement. Un bon contact avec des gens passionnés, je pense que c'était aussi une sorte de gens passionnés. On a fait un POC en mars 2015 sur un petit morceau de ce qu'on appelle le matching engine, qui est dans le système d'information, un des composants emblématiques de la partie bourse. Un ROI présenté au DSI en juin 2015. Alors là-dessus, sur les ROI, effectivement, il y a eu quelques débats. Nous, notre approche était de dire grosso modo, et on l'appliquait à un projet donné, sur le coup, ça va être à peu près flat sur la partie projet. Il y a grosso modo le temps passé par nos test analystes à faire des créations de cas de test et à les automatiser. Car parce que chez nous, l'automatisation, c'est pas une question, c'est obligatoire. Ça sera à peu près le même temps que créer les modèles. Donc ça va être flat. Par contre, on va gagner derrière sur la partie maintenance et évolution. Quand il y aura des évolutions dans le système, d'ailleurs quand le projet va grandir et évoluer au quotidien, on est en mode agile, les impacts sur nos modèles, donc sur la couverture de test, on les prendra en charge beaucoup plus facilement. Donc c'est là qu'on a le 40% après. Et on se dit, donc même temps pour créer le projet, par contre après, un cut de 40% pour la maintenance. Et puis aussi, le second effet, c'est l'amélioration de la couverture de test. Alors on se dit aujourd'hui, quand on fait nos cas de test sur un projet donné, donc de manière empirique, avec toutes les stratégies de test, on a des collaborateurs formés, listés, tubés, et ainsi de suite. On est peut-être à 50-60% de la couverture de test, l'évaluation qu'on fait. Avec Mattello, donc là aussi, ça fait partie du ROI, pour nous, on croit à l'outil, donc on est à 100% de la couverture de test. Alors 100% de ce qu'on va modéliser. Si on ne le modélise pas, c'est pas couvert forcément. Et donc on a une approche vraiment différente là-dessus. Donc ROI validé, et puis donc deal au mois d'août, avec 15 licences flottantes,
pas mal de training, donc c'est à peu près 4 jours par personne qui a été consacré. Et puis, on s'est fait accompagner aussi pendant 6 mois sur site, avec un collaborateur All4Tech à plein temps. Sur ce que j'appelle composant notre écosystème d'outillage, alors ça c'est... je viens dans le détail. Donc, en termes de repository de casse-test, on a Squash, open source, avec à peu près 120 000 cas de test dans la base, dont 85 000 qu'on appelle valides, c'est-à-dire les autres, on ne sait pas trop s'ils fonctionnent encore. Sur les 84 000 valides, il y en a 64% qui sont automatisés. On utilise la partie SquashK pour la partie automatisation, avec tous ces outils pour nous permettre d'invoquer l'automatisation. Donc Minos, c'est un outil qui est chez nous, qui fait de l'automatisation de flux de messages. Donc pour les connaisseurs, c'est essentiellement du protocole fixe. Donc on envoie les messages, qui capture les messages qui reviennent. On a des expected results, c'est bloqué, donc ça c'est automatisé. Neo, c'est de la comparaison de base. Scripting, donc c'est essentiellement du script shell, du Python. Gatlink, on l'utilise pour les tests de perf, ceux qui connaissent. Selenium, c'est plus connu pour les interfaces web. FlexMonkey, Squish for Flex, c'est un peu en obsolescence. On n'arrive pas à automatiser nos interfaces utilisateurs en Flex, il y a beaucoup de difficultés. Squish pour Qt, donc Qt c'est une nouvelle techno, c'est un langage de programmation pour les interfaces utilisateurs. Donc c'est assez nouveau sur notre programme. Squish, littéralement, c'est Frog Logic. Donc c'est ce qu'on a choisi pour automatiser nos cas de test sur les interfaces graphiques. Et puis voilà, tous les jours on travaille à potentiellement ajouter d'autres outils. J'ai mis, alors Matello qui est venu s'inscrire, je l'ai mis en bas, là, à gauche. Donc Matello, on modélise. Les cas de test qui vont être créés par Matello, ils vont être insérés dans Squash. Donc là, on parle de la traçabilité, de l'audit trail, suivi des... Il y a les cas de test, il y a les campagnes, il y a l'audit trail, donc qu'est-ce qui s'est passé, quand ça a été exécuté, sur quelle version, et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, c'est ça la partie importante, on va générer les scripts automatisés. Donc j'ai mis un petit astérisque rouge pour désigner sur quel composant on va utiliser pour automatiser. Voilà. Et puis on est lié, c'est important, donc on est en mode agile, on est lié à Redmine, qui est un open source aussi. Donc, pour ceux qui sont familiers avec l'agile, il y a des user stories créées dans Redmine. Ces user stories sont répliquées automatiquement dans Squash sous forme de requirement et loadées dans Matello. Donc quand Matello va générer des cas de test, ils seront associés à un requirement et donc à une user story. Donc on a la traçabilité complète. Au final, on sait dire, sur cette user story, il y a tant de cas de test qui ont été créés et avoir leur état. Donc je le disais, on a choisi d'utiliser Matello sur un projet, un seul. Alors il se trouve que c'est notre projet de refonte du système d'information, donc c'est pas le moindre. Et c'était pour vous donner, parce qu'on va utiliser pas mal de vocabulaire, vous donner un petit aperçu de ce qu'est ce système d'information. Donc là, les membres, c'est tous les établissements financiers de la planète qui veulent envoyer des flux vers nos marchés, tous les établissements financiers. On a une gateway qui va capter ces flux. Donc c'est grosso modo les échanges de flux d'achat et de vente des différents instruments financiers, qui va la processer, qui va arriver avec le moteur. Le moteur, c'est là où il y a l'appariement, l'offre et la demande qui se rencontrent et qui disent à quel prix les traitements vont se faire. Et puis la partie market data, quand on parle de flux ou d'indice CAC 40, de choses qui sont publiées sur le marché, on parle, voilà, c'est la partie de rediffusion publique de ce qui s'est passé sur les marchés financiers. On a une problématique de composants de persistance engine qu'on va utiliser pour toute la partie audit trail, réglementation, reporting, aussi pour la faute tolérance. C'est-à-dire qu'on a tous ces composants sont en redondance. Quand il y en a un qui tombe, un autre redémarre avec des contextes. Des GUI. Alors les GUI, c'est pas l'essentiel de notre activité en termes de testing, mais on a des GUI pour les opérateurs de la surveillance, régulateurs et ainsi de suite. Mais l'essentiel, le cœur de l'activité est ici. Et je passe la main à Sandra. Bonjour. Donc je vais plutôt moi vous expliquer comment on a mis en place Matello au sein de nos équipes. Le premier step, c'était de mettre en place l'outil. Donc on a une cellule IT Tools qui a été dédiée à l'implémentation technique.
on a mis en place 2 virtual machines. Chaque testeur a son propre workspace où il peut gérer ses projets. On a donc mis en place les formations à l'école Fortex sur les sites de Paris et Belfast et un accompagnement sur site par Camille. Et ensuite, voilà, on avait à peu près tous les requirements prêts pour passer sur le programme optique pour mettre en place Matelot. Donc je vais vous juste redire quelles sont les problématiques optiques qu'on a gérées. Donc le programme optique, il est composé de plusieurs workstreams, plusieurs projets. Je vous en présente juste quelques-uns. Le premier, c'était de gérer les structures de messages. Donc, comme l'a dit Jérôme, nos composants sont basés sur des messages et des échanges de messages. Et toutes les structures de ces messages sont définies dans un data dictionary. Ensuite, on a le cœur de notre système, qui est le moteur de cotation, qui fait l'appariement des ordres, qui gère les trades et toutes les règles fonctionnelles liées à la bourse. Ensuite, on a un stream qui est le Persistent Engine et le GUI. Donc le Persistent Engine qui est dédié à gérer toutes les datas pour libérer la chaîne de trading et que la chaîne de trading se concentre sur sa performance et la gestion du fonctionnel. Et les GUI, donc comme l'a dit Jérôme, c'est juste pour les opérateurs, la surveillance de marché. Et c'est des GUI typiques avec des search, des filters, des formulaires, des exports. Le dernier, Market Data, donc c'est pour les données publiques, toujours basé sur de la messagerie. Là, la problématique de test, c'est de vérifier que les formats sont corrects, que les cinématiques, les événements sont comme attendu. Sur chaque workstream, on a un QA manager, ce qu'on appelle un QA Delivery Manager, c'est notre QA lead qui coordonne vraiment l'équipe de test qui est là au quotidien, et nos test analystes qui sont de 3 à 4 sur chaque workstream. Les QA tools utilisés sur chaque projet, donc on a du Matelot partout. On utilise Squash pour ce qui est le suivi des campagnes, de la traçabilité des requirements. Minos pour tout ce qui est notre moteur de cotation et notre messagerie privée. Donc c'est l'injecteur dont parlait Jérôme sur j'ai la description de mes messages, mes expected results et je compare automatiquement le résultat attendu avec le résultat obtenu. Et des injecteurs ou consumer soit développés par les développeurs, soit mis à dispo par une équipe tous, et beaucoup de scripts Python. Donc par rapport à ce programme optique et l'organisation de ce programme, on s'est posé la question de quel modèle mettre en face de ce programme et en face de ces projets. Après quelques discussions, workshops plus ou moins animés, on a décidé de faire un modèle pour une application. Donc ensuite on s'est demandé comment on allait après intégrer tous ces composants pour faire des tests de bout en bout. Donc on a décidé de mettre en place un modèle d'intégration qui prend l'ensemble des modèles par projet et de faire une sorte de merge avec la fonctionnalité merge de Matelot pour bénéficier de toutes les règles fonctionnelles testées sur un projet et de les tester ensuite de manière intégrée dans un gros modèle. Il n'existe pas encore, il est en train d'être construit. Donc voilà, comme je vous disais, on a plusieurs testeurs sur chaque projet et on veut un seul modèle. Donc l'organisation qu'on a faite, c'est qu'il y a un modèle qui porte l'ensemble du périmètre de test et plusieurs testeurs qui interviennent de manière isolée sur un périmètre donné et ensuite ils utilisent la fonctionnalité merge de Matelot pour reconstruire ce modèle unique sur chaque projet. Donc ensuite l'organisation, donc on a réalisé des workshops hebdomadaires pour dès l'implémentation du projet, s'assurer de construire un socle commun pour que tous les projets s'appuient sur ce socle, tant en termes de bonnes pratiques que d'utilisation des structures et des datas. Ah, je sais pas pourquoi. C'est sur ton droite, non, c'est de ton droite. On voulait aussi développer le partage de connaissances sur la modélisation, parce qu'on
voilà, on a eu des formations, donc voilà, on savait utiliser l'outil, mais il y avait il y avait au départ une inquiétude de notre capacité à modéliser, et on l'a réglé avec les formations, l'accompagnement et des échanges entre nous pour quand un testeur trouvait une solution à la modélisation, qu'elle soit partagée et qu'elle soit reprise dans d'autres projets. Et un suivi par les QA managers, ça c'est le management qui a permis de mettre en œuvre cette conduite du changement et avec tout le reste. Pour resituer rapidement, puisqu'on en a déjà parlé, le workflow, comment s'inscrit Matelot dans notre workflow. Donc les exigences sont, sous forme de user stories, sont saisies dans Redmine. Ensuite, elles sont importées automatiquement dans Squash. Et il y a eu un petit développement fait par la société All4Tech pour prendre les exigences de Squash et les importer ensuite dans Matelot. Et ensuite, on refait le circuit inverse quand on a la génération des cas de tests pour avoir bien la traçabilité entre les cas tests et les exigences. Voilà, je pense que j'ai tout résumé. Voilà. Alors donc ensuite, la question c'est une fois qu'on a nos cas tests, il faut pouvoir les exécuter, sinon ça ne sert à rien. Et donc la majorité est portée par soit notre outil Minos, soit des scripts de test utilisant des outils. Je vais essayer de rentrer voilà, un peu plus dans une petite description de chaque projet. Donc ça, c'est à gauche, vous avez la partie, donc c'est du XML. Vous ne voyez pas, mais c'était juste pour vous présenter que c'était juste un fichier XML qui est saisi par les business analysts. Ce sont nos spécifications de messages qui portent toute la structure de nos messages. Et on a développé une petite moulinette pour faire un format Clivo qui va ensuite transmettre à Matelot toutes les données utilisables ensuite dans nos modèles. L'idée, c'est d'avoir des structures communes, que le champ quantité dont on a besoin dans tous nos projets soit utilisé, soit le même pour tout le monde. Et qu'ensuite, on ait moins de problèmes pour l'intégration. Un petit focus sur le projet Market Data. Donc là, on a choisi d'avoir deux modes de fonctionnement. Donc là, on peut voir qu'avec Matelot, on modélise le fait d'être en mode standalone, c'est-à-dire isolé, on teste l'application toute seule, ou alors on peut l'intégrer avec le moteur de codation qui, selon le plan de migration de notre projet, peut dépendre, soit c'est l'ancien, soit c'est le nouveau qui sera fait sur Optic. Une fois qu'on est dans le mode standalone, par exemple, on a trois sujets de test. Le real time, c'est dès qu'il y a un événement qui arrive sur le moteur de codation, on informe les membres et c'est les messages diffusés en real time. Ou le snapshot, qui est une autre fonctionnalité qui permet de faire un refresh sur le statut de leur workbook, par exemple, du carnet de Donc la gestion de ce modèle est principalement basée sur les classes d'équivalence. Les classes d'équivalence dans Matelot nous permettent à gauche, vous avez un screen qui présente les différents types de messages testés. Et à droite, c'est un champ de ce message qui est découpé en plusieurs classes d'équivalence. Donc là, c'est un champ numérique, après on peut avoir de l'énumérer, et qui nous permet de passer dans chaque classe d'équivalence pour pouvoir tester ensuite toutes les combinaisons entre les classes d'équivalence. Donc là, on imagine que le test analyst a travaillé son modèle, qu'il a mis en place toutes ces datas, et ensuite il met en place ce qu'on appelle dans Matelot les tests opérations pour générer le script associé qui sera utilisé dans les cas tests et les injecteurs. Là, c'est l'écran qu'on a vu à plusieurs reprises depuis le début de la matinée qui permet de générer les cas tests selon la stratégie choisie. On utilise le plus souvent, nous, user-oriented avec un filtre sur les classes d'équivalence. Là, c'est ce qui nous permet de faire l'export des cas tests dans Squash. Donc, c'est un petit plugin qui a été développé afin de suivre le statut de nos cas tests et de nos campagnes dans Squash. Et donc, une fois qu'on a les cas tests dans Squash, on voit bien qu'on a ici le lien entre les requirements et les cas tests. Là, c'était juste un écran pour vous montrer qu'une fois qu'on a mis nos scripts en Python, on les exécute sur notre environnement virtuel de QA.
pour voilà, exécuter des tests de manière automatique, puisque Macflow génère les expected results et nous permet d'exécuter tout de suite et d'avoir un résultat sur notre exécution. Et ensuite, on peut suivre les campagnes dans Squash entre le résultat des exécutions. Et donc là, on a choisi de faire par fonctionnalité et comme on est en agile, on a une campagne par sprint. Voilà, donc là, c'est un fonctionnement par classe d'équivalence et on détermine ce qu'on va tester. Et ça, c'est un autre exemple. Finalement, on n'a pas choisi. On fait les deux. Comme ça. Là, c'est un autre exemple, c'est-à-dire que là, on modélise plus le comportement de notre système et on va modéliser le fait d'avoir, en bourse, en fait, on a un carnet d'ordre, c'est un ensemble d'ordres à l'achat, un ensemble d'ordres à la vente. Et donc là, on va modéliser le fait d'avoir ces deux piles en fonction, et ensuite on va ajouter les règles et déterminer l'expected result. Je ne sais pas si je suis claire, mais ça va plus. Donc toujours le besoin, une fois qu'on a la modélisation et la description de nos cas de test, la génération de nos cas de test, qui nous explique les pas de test, les actions que l'on fait et ce qu'on vérifie, d'avoir un lien avec nos exécutables, nos outils d'injection. Et donc ça, c'est par le biais toujours de test plateforme. On lit le modèle par rapport aux data, à ce qui va être généré dans les scripts. Donc là, vous savez, on en a déjà vu, donc on ne va pas, voilà. Vous avez à chaque fois dans le script, dans le fichier HTML, la description du cas de test avec les stimulations, les vérifications, et on suit là où on en est dans le modèle à chaque fois grâce à la petite modèle, je crois. Voilà. Une fois qu'on a généré nos scripts, on a fait une évolution dans notre outil Menos que vous voyez à droite, pour permettre l'import de ces scripts automatiquement. Donc Macflow, on modélise, on associe les data du modèle avec nos test plateformes, ça génère les scripts et ensuite on les load dans notre outil. On va générer les messages qu'on va envoyer, les stimulations, et on va aussi générer les messages que l'on attend, nos expected results. Et ensuite, à l'exécution, notre outil qui va directement vérifier la valeur en vert, là, c'est la valeur c'est le résultat que l'on a obtenu comparé à la valeur à gauche par rapport au résultat que l'on attendait. Je pense qu'on a rattrapé un peu de retard. Sur les conclusions, alors là où on en est aujourd'hui, donc je vous l'ai indiqué, il y a un projet, alors pas des moindres, c'est notre gros projet, celui de refonte. Donc j'ai indiqué, il y a 70 personnes qui travaillent à peu près à plein temps sur ce projet. Chez nous, équipe de test, c'est 12 utilisateurs, 12 test analystes. Donc alors, peut-être par rapport à l'expérience que vous avez mentionné, dans notre organisation, les test analystes font, j'allais dire tout, hein, chaque test analyste fait l'analyse des requirements, les user stories, crée les cas de test, les automatise. Donc il n'y a pas de rôle particulier ou sur la partie création de cas de test ou exécution ou automatisation. Tout le monde fait tout. Donc les 12, auparavant, faisaient des créations de cas de test et automatisation. Maintenant, ils font de la modélisation en Macflow à plein temps. Ils ne font que ça toute la journée. Ces 12 personnes se partagent 4 modèles. Donc Sandra l'a mentionné. Des fois, ils se partagent différents sujets et puis font un merge après. Ou alors, ces modèles, ils sont versionnés sur Git, pour ceux qui sont familiers. C'est comme du code source. Hein. Donc, chacun prend son snapshot, part sous le bras, fait ses modifications, et puis après, il y a un merge. Ces 4 modèles, aujourd'hui, juste à l'instant, ils nous génèrent à peu près 4500 cas de test. Donc, 95%, ils sont automatisés. Alors, les 5% ne sont pas automatisés parce qu'on a des problèmes techniques. Hein. Ils n'ont pas vocation à rester manuels. Les 4500 cas de test, on ne peut pas exactement les comparer aux cas de test qu'on générait avant, parce que quand un test analyse chez nous, il crée un cas de test, s'il a 10 étapes, c'est pas mal déjà, c'est-à-dire qu'il s'est projeté sur un scénario où il construit quelque chose et il y a un certain nombre de steps. Là, les cas de test qu'on génère avec Matello, ça va de quelques étapes jusqu'à 50, 100 potentiellement. Donc la nature du cas de test, elle est aussi un petit peu différente. Donc j'ai indiqué, automatisé avec des commandes, beaucoup de Python. Pour Squish, hein, donc ça c'est un effort
qu'on a fait nous, donc je crois que dans ce que vous avez en standard avec, il y a Selenium, qui est intégré en standard avec Matello. Donc on a fait à peu près la même pratique, nous, pour implémenter Squish. On code dans Matello des primitives de cet outil de test Squish, pour que Matello puisse nous générer les cas de test automatiques. Et puis beaucoup de choses qui seront exportées, générées sous format XML et puis reloadées dans nos outils. Un élément, je crois, qui a été évoqué, c'est important à un moment donné de pouvoir valider ces modèles. Donc, si les équipes de test ont été formées, on fait un peu de prosélytisme, nous aussi, dans les équipes IT, parce qu'il faut qu'on partage cet outil avec nos collègues. Aujourd'hui, c'est fait avec les business analysts, et on les invite, et ils le font sur un centre de stream, à venir valider ce qu'on a fait, ou alors au moins nous donner leur avis. On partage des choses. Les next steps, effectivement, c'est... Alors là, j'ai mentionné que les développeurs sont intéressants pour faire des tests unitaires avec cet outil, mais aussi, il faut qu'on partage l'outil avec les développeurs. Hein, jusqu'à présent, quand on a un problème, on va montrer au développeur notre cas de test. On lui dit, voilà ce que je voulais faire, ça marche pas, il faut que tu corriges. Là, le cas de test, on le maîtrise pas, c'est Matello qui l'a fait. On peut venir sous le bras avec le PDF, avec les 500 cas de test, avec les 500 steps, mais ça marche pas. C'est-à-dire qu'on amène le développeur devant l'écran et on lui montre le modèle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il devienne familier d'une manière ou d'une autre avec cette approche-là, cette modélisation. Donc, les next steps, effectivement, on a beaucoup de mentions des développeurs qui sont intéressés quand ils nous voient faire, ils se disent tiens, ça serait pas mal pour nos tests unitaires. On est sur des principes agiles, d'intégration continue et ainsi de suite. Et puis, forcément, on se pose la question, parce que pour l'instant, vous allez comprendre, le retour est plutôt positif, de voir si on n'implémente pas aussi Matello sur notre legacy, grosso modo sur notre système qui est déjà en place. Avec la problématique, c'est une question aussi, je crois, qui a été posée. Ça veut dire pour faire ça, ça veut dire qu'il faut refaire le modèle de l'existant. Donc là, pour le coup, dans un projet où on crée tout from scratch, donc on suit un peu les sprints, en même temps que les mecs codent, nous on modélise. Si on le fait sur du legacy, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rattrape le retard, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on prenne le coup de modéliser l'existant. Le ROI, donc sur les objectifs qu'on s'était fixés initialement, donc le financier, il est en cours de validation, c'est-à-dire que on voit bien que ça ne coûte pas plus cher, déjà ça c'est important. On voit bien que ça a tendance à nous coûter moins cher quand il y a des évolutions légères qui sont faites sur les specs du projet. On est capable de les traiter facilement, c'est-à-dire que le test analyste, il va dans ce modèle, il modifie le modèle, il régénère les cas de test, l'histoire est très belle. On attend de voir, puisque le programme est en cours, quand il sera implémenté, quelle va être la résistance, j'allais dire, des modèles à des modifications, donc en termes de change request, ajout de nouvelles fonctionnalités, comment ça va se comporter. Enfin voilà, on est plutôt confiant sur ce ROI financier. Sur la partie couverture, là aussi la question a été posée, alors ça c'est pas simple. Hein. Aujourd'hui on n'a pas beaucoup, puisque ce programme il est en cours de développement, on n'a pas beaucoup d'indicateurs sur est-ce qu'on est meilleur qu'avant ou pas. La question qu'on peut se poser, c'est dans les différents cycles qui sont faits, est-ce que nos collègues, on travaille avec nos collègues qu'on appelle le business aussi, est-ce qu'à un moment donné, dans les livrables, eux voient des problèmes qu'on n'aurait pas détectés. Donc on demande à nos équipes d'être attentifs à ça. Aujourd'hui, c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est de dire, quand vous entendez parler d'un problème qui a été vu, vous n'avez pas vu, il faut qu'on comprenne. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas modélisé? Déjà, si vous n'êtes pas modélisé, forcément, il n'y a pas de test associé. Est-ce qu'il y a un bug dans Matello qui fait qu'on l'aurait modélisé, mais Matello ne nous aurait pas fait le cas de test? Ou est-ce qu'on n'a pas pris le bon algorithme de génération de cas de test? Voilà, il y a du questionnement, et ça, c'est un questionnement qui est toujours en cours. Il nous semble, ouais. Juste par rapport à la couverture, nous, ce qu'on a mis en place, c'est déjà une revue avec les business analysts, avec les développeurs, entre la QA, et c'est en cours d'implémentation. On voudrait tester nos modèles en mesurant la couverture du code par les test cases générés par Matello. Donc ça sera un élément sur la couverture. Et par rapport à la couverture dans le monde d'avant, on avait du mal à relire le cas de test, on en avait trop. On n'était pas non plus très... On n'avait pas tellement d'informations sur notre couverture. On sait qu'on a des cas de test qui couvrent nos exigences. Et après, c'est un travail... On est sur cette hypothèse que c'est mieux, voilà. Mais c'est difficile de le démontrer. Autant la partie financière, on peut le voir. Donc je pense qu'on est à... Parce que c'était un peu sur le débat qu'on avait eu, je pense qu'on est à 10-20% en dessous sur la partie projet quand même. Sur la ROI qui a été présentée moi en DSI, on avait dit c'est flat, parce qu'on voulait gérer le risque. Hein, il y avait une part d'inconnu quand même, une part de risque sur est-ce qu'on va y arriver. On a couvert en partie avec l'assistance sur site.
Et je pense qu'on est plutôt 10-20% en dessous sur une création, et moi les 40% sur la partie après maintenance me paraît tout à fait atteignable. À mon avis, on va être dedans. À nouveau, couverture, hypothèse positive, mais encore à démontrer. Puis, le deuxième, c'est... Alors, sur ce que nous... Alors après, chaque organisation est particulière. Hein, sur ce que nous, on a mis en œuvre hein, pour se décider, finalement. C'était, alors, ce qu'on appelle value to QA. Alors, si, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes dans une organisation de test, vous savez que c'est... Enfin, la valeur de ce qu'on fait, elle est difficile à exprimer, à gérer par rapport à nos collègues l'IT qui délivrent du soft, ou ainsi de suite. Il y a toujours cette valeur du travail qui a été fait en termes de testing. Et aller vers Matello, ou du modèle best testing, hein, c'est orienté vers l'arrière-R&D. Et j'allais dire de manière un peu... ça fait mousser l'ensemble de l'équipe. En fait, c'est aussi une motivation à mettre en avant l'équipe, le fait qu'on fait de la recherche, le fait qu'on va vers l'innovation et qu'on fait des choses pointues. C'est pas négligeable. Et nous, on l'a fait aussi parce qu'on considérait qu'on avait un écosystème de tests qui était déjà assez riche. Donc, à nouveau, nos objectifs d'automatisation, ils sont élevés. Et on s'est dit, voilà, on a un certain niveau, on peut aller plus loin. Voilà, ça rentrait dans cette situation, dans cette existence. Sur la décision d'aller vers Matello, on s'est beaucoup posé la question. Alors, nous, on a vraiment choisi de partager avec nos collègues et le management la décision d'y aller. Pas avec nos équipes. Ça a créé d'autres difficultés, hein, mais quand on a fini le POC, on a été voir nos collègues du développement et on leur a dit, regardez ce qu'on avait fait, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit, bah, c'est super. On a dit, bah, maintenant, on va décider ensemble d'abord sur ce nouveau programme. Vous allez décider avec nous qu'on y va. On a essayé aussi de les associer à cette décision pour ne pas être seuls sur l'établi. Et c'était important pour nous d'avoir cette décision globale de toutes les équipes projet. Alors ça tombait bien, on partait sur du mode agile, collaboration, voilà, ça rentrait dans cet esprit-là. Et donc on a décidé sur un steering committee avec le DSI, oui, et on est parti. Les new skills, Sandra en a beaucoup parlé de notre point de vue avec notre objectif. Alors moi je dis souvent, hein, quand on fait des modèles Matello, c'est pas pour les contempler, c'est pour qu'ils génèrent des cas de test automatisés. Le reste, c'est pas, ça nous intéresse pas. Et ça demande des compétences techniques potentiellement nouvelles. On est sur nos équipes de test ou sur un mixte, on a des testeurs qui sont très orientés fonctionnels, qui sont pas IT du tout, et puis d'autres qui sont IT, c'est-à-dire qui savent coder. Et d'ailleurs, on voit que nous, on a de plus en plus de collaborateurs qui sont des profils IT qui savent coder. Et on a besoin de ça pour implémenter Matello. C'est-à-dire qu'il faut, dans Matello, mettre les outils qui vont permettre de générer du script automatisé. La gestion du risque, ça a été ça aussi un élément important. Alors pour moi, c'était effectivement la décision qu'on a prise quand on a signé ce deal, de pas négliger la partie formation. Donc on l'a inclus dans notre budget licence en fait. Hein. C'était un tout. Il y avait les licences, il y avait une formation. Je pense qu'on a pris le temps d'avoir ces formations, et puis aussi d'avoir un accompagnement sur site pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'il allait être quelqu'un qui serait à disposition de tous les intervenants en permanence pour répondre à leurs questions et pour faire le lien avec les équipes Wolfortech. Référent interne ultra motivé, alors la bénéfice Sandra a fait toute la partie R&D sur ce sujet-là, c'était aussi important, donc, et puis on a rencontré une équipe, Matello, qui était ultra motivée, avec Fabrice qui est passionné. C'était important aussi que ça soit avec des gens qui ont envie. Et ça, c'est vraiment un élément pour nous indispensable. On le voit, c'est-à-dire que c'est pas un outil simple à utiliser. Donc, il y a des fois, il a fallu aussi travailler sur de pas renoncer. Hein, il faut y croire. C'est-à-dire que nous, dès le début, on a dit à nos équipes, ce programme, c'est 100% Matello. C'est 100%, tout sera fait avec Matello, il n'y aura rien de manuel. Alors après, la vraie vie, on ne peut pas dire qu'on est entre nous, c'est qu'il y a toujours des exceptions. Et on est resté sur ce dogme depuis le début, et pour faire ça, il faut des gens passionnés qui croient. Et puis un suivi hebdomadaire. Bon, effectivement, il y a dans nos agendas un certain nombre de réunions. Toujours maintenant, après plus d'1 an de démarrage, on est toujours avec des réunions hebdomadaires pour
traiter, donc réunion pour suivre les différents sujets qu'on traite au quotidien, ou d'évolution, d'anomalies qu'on a pu trouver avec All4Tech, de nos projets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Il faut du partage d'informations, il faut que les tests analystes se parlent, comment eux ont réussi à modéliser ça, pourquoi eux n'ont pas réussi, quels points ils ont rencontrés, comment ils ont résolu, et ainsi de suite. Et voilà, c'est terminé. On va profiter pour faire une petite série de questions-réponses. Je prends un des deux. Question. J'imagine que vous avez beaucoup de données pour recréer des environnements ou un écosystème complet pour des transactions de bourse. Donc, comment vous avez fait pour charger les environnements, faire en sorte qu'ils soient au bon moment, au bon endroit, et que l'écosystème soit cohérent et intègre dans son ensemble? Alors, en fait, on a de nombreux environnements. On a à peu près une dizaine d'environnements qui sont similaires à ce qu'on a en production, et puis peut-être une petite centaine qui sont ce qu'on appelle des environnements standalone. Donc ces environnements, qu'ils soient avec Matello ou sans Matello, on essaie de les maintenir dans le meilleur état possible, hein, parce qu'ils sont forcément, au fur et à mesure qu'on teste dessus, on les abîme un peu. Et quand on génère les scripts avec Matello, on décide à l'exécution sur quel environnement on veut injecter, en fait. Et on sait qu'on a un certain nombre d'environnements qui sont, en termes de référentiel, qui sont plus ou moins compatibles avec ce qu'on s'apprête à injecter. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Question. Vous avez un système de reporting automatique pour le résultat des test cases par rapport à l'expected result, là. Enfin, tout à l'heure, vous avez montré, là, si vous preniez une dizaine, ils étaient tous verts, mais je suppose que parfois ils ne sont pas tous verts. Oui. Et donc ça remonte en automatique, ça? Oui. Vous êtes capable de le traiter ensuite? Donc ça remonte dans Squash, aujourd'hui, donc qui est l'open source qu'on utilise. Effectivement, tout est remonté. Comme dans Squash, c'est un outil similaire à d'autres qui sont du marché, hein. On a un espace sur des requirements, sur des cas tests, sur les campagnes. Donc quand on crée une campagne, on associe un certain nombre de tests. Donc là, on le fait via un certain nombre de moulinettes quand c'est des cas tests générés par Matello. Et dans la campagne, on a un dashboard qui nous dit, voilà, vous avez fait 1000 cas de tests, il y en a 900 bons et forcément 100 faits. Et donc en toute transparence, là, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y en avait 4500, si j'ai bien compris, au total, là, ouais. Générés. Vous les avez tous effectués? On les a tous effectués. D'accord. Il y en a combien de rouges, par exemple? Et en fait, ma question derrière, elle n'est pas de savoir combien il y en a de rouges. Au dernier sprint, il y en a c'est de savoir, par rapport aux rouges, combien il y en a qui étaient issus à l'erreur du modèle, et combien il y en a qui étaient issus à un problème de conception du soft, un problème technique, quoi. Alors, j'ai pas des chiffres précis, mais effectivement, il y en a qui étaient rouges parce que notre modèle n'était pas correct. En revanche, j'ai pas les chiffres puisque la campagne, elle me montre les rouges qui sont faites à cause du soft. Puisque les rouges qui sont rouges à cause du modèle, ils ne sont pas reportés puisqu'ils sont traités en immédiat et corrigés dans le modèle. Je ne sais pas si je suis claire. En gros, on traite nos modèles de modèles. Et effectivement, il y a des rouges qui sont liés à la mauvaise modélisation. Par rapport, alors ma dernière question, tout à l'heure on a vu là sur le cas Conti que sur l'ensemble du système, vous avez décidé de faire un sous-système, hein, le parti Bluetooth. Et vous, sur l'ensemble du système théorique, quel niveau de maturité vous avez? Est-ce que vous avez réussi à développer l'intégralité du modèle initialement prévu? Alors oui, c'est bien l'objectif. Alors, on a, nous, fait le choix, là aussi c'est une différence, nous on a fait le choix d'utiliser Matello sur ce qu'on construisait depuis le début. Donc en fait, on suit les sprints, c'est-à-dire qu'on est au même niveau que le coding. Les modèles, peut-être qu'on est à 10 ou 20% de la solution au final aujourd'hui dans les modèles qui nous permettent de générer les 4500 cas de tests. Mais ces modèles-là sont bien l'intégralité du système qu'on va mettre en œuvre. Alors, l'intégralité modulo quelques composants, on appelle legacy, qui sont un peu à la marge de ce chemin critique et qui vont rester en l'état.
Et pour cela, on se pose effectivement la question de savoir comment est-ce qu'on va traiter une problématique de test d'intégration complète. Et nos composants critiques, on a vraiment une chaîne de traitement, ils sont complètement tous modélisés. Tout ce qui est les combinaisons d'événements et les différents types d'ordres et tout ça, là on est plus sur du déterministe. Et en fait on n'a pas tranché et c'est parce que c'est en fonction du test analyse comment il se sent pour modéliser le sujet. Et après il est suivi par son QA manager qui vérifie avec lui l'approche. Après on ne considère pas que l'approche est différente, mais on s'attend dans les deux cas à une bonne couverture. Parce que quand même, quand on modélise les règles précisément, et puis on va pouvoir produire des cas de test justement des calculs. Par contre, par test d'équivalence, on va plutôt être sur les grands chemins dans l'algo, mais pas vraiment sur les calculs. Si. Ouais, en fait, c'est un mix entre les deux. Une classe d'équivalence, ça va être porté par une stimulation, mais après, elle peut être décrite en règle avec des calculs. Je peux répondre peut-être. Ouais, enfin, peut-être juste un mot là. Voilà, en fait, il y a deux solutions, deux approches qui ont été proposées pour modéliser le moteur de calcul. Donc l'approche déterministe, c'est on détermine donc des classes d'équivalence qui sont des plages de valeurs ou des libellés d'une action à tel type de propriété dans tel cas, quand on rencontre une autre action dans tel type de propriété dans tel cas, dans telle plage de valeurs, et que la veille il y a eu aussi une valeur de tel endroit et que la personne est dans tel type de valeur, alors on va prendre le minimum de l'action, voilà, c'est ce genre de règles. Donc là du coup on modélise le système avec l'ensemble de ces classes qui donnent des combinatoires possibles, sachant que des classes d'équivalence ça peut être, c'est pour ça qu'à la fin c'est un peu compliqué, c'est le minimum de la moyenne des 6 dernières valeurs, dont le maximum de l'achat. Bon, à la fin, on est arrivé à ce type de combinatoire qui devenait un peu complexe à mettre dans les classes d'équivalence. C'est pour ça qu'il y a une deuxième solution qui est l'approche qui n'est pas déterministe, qui est l'approche statistique, où on fait du test de Monte Carlo, qui est connu comme principe, et Matelot est bien fait pour faire ça, où du coup on modélise la partie de l'algorithme que l'on veut faire. Donc là on ne cherche pas à modéliser les tests, mais on modélise vraiment l'intérieur du système, et après ce système on va le bombarder de stimulations aléatoires de façon à espérer de passer dans la branche qui nous intéresse, et après on met des critères sur des exigences, et on s'assure que ces exigences sont couvertes, et on fait tourner ensuite les stimulations de façon aléatoire jusqu'à ce qu'on atteigne ce critère. Après, les stimulations ne sont pas forcément aléatoires, juste pour finir sur l'exemple, bon, il y a un critère en fonction du prix d'une action en achat ou en vente. Il y a beaucoup de règles de gestion qui se passent quand les deux prix sont égaux, quand l'achat égale la vente. Donc du coup, quand on génère les prix automatiques, aléatoires d'achat et vente, on va mettre une grande probabilité que le prix d'achat égale au prix de vente. Du coup, il n'y aura pas besoin de faire énormément de tests pour tomber sur ce cas-là. Du coup, après, on pourra explorer plus facilement les branches. Et après, on laisse tourner l'algorithme, donc avec l'algorithme qui va permettre de filtrer les cas de test qui, de façon à pouvoir, dès qu'il y a une nouvelle transition ou une classe d'équivalence qui est couverte par un algorithme, il garde le cas de test, et si jamais il n'y a rien qui est apporté, il jette le cas de test. Du coup, ça permet de converger le plus rapidement vers la couverture du modèle. Et donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire trop d'analyse de classes d'équivalence, on modélise le système. Et ça, c'est pour cette approche-là, test Monte Carlo, c'est pour les systèmes qui sont quand même assez complexes, dans l'informatique de gestion classique. Normalement, il y a une méthode classe d'équivalence est suffisante. Peut-être juste pour ajouter de manière pragmatique, puisque je connais sur nos deux collaboratrices, on essaye aussi, hein. Moi j'ai pas de problème à ce que sur le même parti, il y ait deux modèles, et puis après on voit celui qui est le plus efficace, voir s'ils sont facilement maintenables, on garde les deux. Après, l'objectif c'est bien après d'être en termes de couverture le meilleur possible.
Quel est le temps passé pour la mise au point d'un modèle donné par rapport à sa création? Au début, on a passé beaucoup de temps parce qu'on n'était pas experts au début. Comme encore sur le moteur de cotation, on se cherche encore. Sur les autres modèles, c'est pareil. Et en fait, c'est vrai qu'il aurait fallu des chiffres. On a eu un petit peu de chance dans le sens où le programme a pris du temps. Donc on a eu le temps de se préparer. Donc pour la première création, elle est quand même intrinsèquement liée à l'expertise du testeur. Je sais pas, les premiers exploitables en termes d'exécution, on a peut-être mis 2 mois. Mais voilà, il faudrait que en revanche, maintenant, on gagne beaucoup de temps sur l'ajout de fonctionnalités dans le modèle. Effectivement, la première fondation du modèle a pris un peu de temps parce qu'il fallait monter en compétences, réfléchir aux solutions de scripting, d'automatisation. Mais maintenant, quand on veut rajouter des fonctionnalités, c'est assez rapide. On a un exemple sur le market data, quand on veut tester un message pour les cas valides et invalides, pour rajouter le test d'un message, maintenant, on a réussi à pas mal factoriser les choses, on met une demi-journée pour pouvoir l'insérer dans le modèle et générer les scripts. Là, on est content, mais au début, on a pris quand même beaucoup de temps pour le mettre en place. Dernière question? Derrière. Moi, je veux savoir quel est l'apport de Matelot dans la partie automatisation de votre modèle. Une fois que vous avez écrit les tests, une fois les scripts générés, est-ce que derrière vous les exécutez ou bien vous passez pas mal de temps pour les améliorer et même pour les exécuter? Alors, nous, l'objectif depuis le début, c'est que tout est automatisé. Il n'y a pas un seul. On l'a fait quand la quincaillerie, j'allais dire, n'était pas disponible, mais l'objectif, c'est d'avoir 100% de tests automatisés. Effectivement, là, dans l'exemple de nos messages, Matelot nous génère des fichiers, des scripts automatisés, donc on exporte sous forme de format XML, qu'on charge dans notre injecteur, qu'on charge aussi dans Splash. Et les tests d'analyse, tu appuies sur le bouton et les cas de tests partent. Alors, je crois que sur la partie market data, le modèle génère 2000 cas de tests et ils sont exécutés en 40 minutes. Donc ils sont générés, enfin ils sont exportés, ils sont réimportés dans l'outil d'injection. Le test à 10 clics et 40 minutes après, il a. Donc là, ça c'est vraiment la belle histoire. Quand on est en agile, en sprint, ça veut dire que les développeurs ont comité, on a la release qui arrive et 1 heure après, on a le résultat. C'est pas toujours aussi simple sur tous les sujets, mais sur celui-là en particulier, c'est assez probant. C'est bluffant. Ok, je peux demain se lever. Donc merci beaucoup Sandra et Jérôme.